Salut. Salut. Bonjour Yannick Cadin. Bonjour. J'ai regardé et lu plusieurs de tes interviews. J'ai préparé une liste de questions pour aborder des sujets originaux. Très bien. À 18 ans, en 1986, tu développes le tout premier jeu d'Ubisoft. On sait que tu es modeste, mais là, ça va être difficile de se cacher. Alors là, je me crédite de modestie, chose qui n'est pas mon fort en vérité. J'ai vu tes entrevues et puis c'est pas l'image que j'en ai tirée, moi. Sur la page Wikipédia de Ubisoft, on peut lire. On a aussi entendu Yves Guillemot le dire en entrevue. En 1986, la société sort son premier jeu basique mais novateur, Zombie, sur Amstrad CPC. Les ventes démarrent en France, puis au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis. Avec ce succès commercial, Ubisoft connaît une croissance rapide. 38 ans plus tard, Ubisoft emploie 19 410 personnes dans le monde, dont 5 000 au Canada. Tu es indubitablement la fusée de décollage de Ubisoft. Quel effet ça a fait d'avoir eu une telle empreinte sur une entreprise de cette envergure? Alors, de deux choses. La première, c'est que une des premières fois qu'on me traite de fusée. Surtout, faudrait pas oublier deux autres personnes qui ont participé en fin de compte à l'élaboration de Zombie. Très majoritairement le graphiste, Patrick Daher, et son acolyte Alexandre Bonan qui a fait le storyboard, qui a mené en fin de compte au développement de Zombie. Et plus tard, la participation de Philippe Marchizet, qui a rajouté la musique en fin de compte au logiciel. Et de fait, moi je n'étais que la cheville ouvrière qui a effectivement fait la partie programmation. En fait, était rien du tout. Ça n'avait pas été complété justement par des magnifiques graphismes et une histoire qui tenait la route. Mais réciproquement, parce que s'il n'y avait pas eu de programmation, le jeu n'aurait jamais pu subsister. On est bien d'accord, c'est pour ça, c'est une collaboration. La deuxième chose, évidemment, à l'époque, je n'avais aucune idée de ce que tout ça allait donner, ni pour en particulier le succès du jeu, et encore moins effectivement pour le succès de la société Ubisoft. Ça n'est que bien plus tard que j'ai commencé à connaître effectivement une certaine notoriété qui est arrivée effectivement tardivement, et dont je suis très content, en toute franchise, justement parce que ça flatte mon ego. Parfois, je ne savais pas qu'avec l'intérêt croissant pour le rétro gaming et le rétro comedy de manière plus générale, effectivement 30 ans, 35 ans, 40 ans plus tard, il y aurait un vaste mouvement en fin de compte, qui ne fait que s'amplifier d'ailleurs ces derniers mois, ces dernières années, sur effectivement les jeux du millénaire précédent. D'accord. Yves, les 40 ans d'Ubisoft, ça approche. Je crois que Yannick mériterait un peu de reconnaissance. Les racines, c'est le plus important. Ah mais je crois pouvoir dire que j'en bénéficie de pas mal de reconnaissance. Comme je te disais que je suis pas si modeste que ça en vérité, je suis assez fier de pouvoir dire qu'il y a à peu près une demi d'ouvrages désormais qui citent mon nom, y compris un ouvrage traitant des zombies dans la culture populaire américaine, écrit par un docteur américain universitaire. Donc comment dire, la notoriété dépasse largement le cadre du simple jeu vidéo et de l'informatique. D'accord. En tout cas, les 5 frères Guillemot ont su transformer ce premier succès en quelque chose de massif. Chapeau bas. Oui, c'est clair. Car au départ, les frères Guillemot voulaient simplement diversifier les activités de l'entreprise familiale, plutôt tournées vers le monde agricole. Quand même, quel virage! Oui, alors il y a eu 2 étapes importantes. Ils ont commencé par surtout lancer une importante société de distribution qui s'appelait GIS, Guillemot International Software, qui avait pour vocation de diffuser sur le territoire national, donc en France, les jeux vidéo développés par les sociétés internationales. Au bout d'un certain temps, dans leur esprit, qui est arrivée l'idée que pour pouvoir distribuer certains logiciels, il leur fallait absolument avoir une façade eux-mêmes d'éditeurs de logiciels. D'où l'idée de mettre en place Ubisoft. Ubisoft, au départ, n'avait pas réellement pour intention d'éditer des logiciels français. C'était surtout pour inciter les éditeurs étrangers, en fin de compte, à passer par eux pour la distribution de leurs logiciels sur le territoire français. D'accord. Mais pour donner le change, il leur fallait avoir quand même un minimum de catalogue. D'une part, ils ont su trouver 3 personnes pour développer un premier jeu.
Et surtout ensuite, ils ont fait suffisamment de publicité pour séduire des développeurs, beaucoup notamment d'étudiants qui étaient des passionnés qui faisaient ça sur leur temps libre, qui proposaient des jeux à Ubisoft en vue de les faire éditer. D'accord. As-tu connu certains des frères Guillemot, Yves en particulier? Je pense que c'est le seul que j'ai côtoyé, que j'ai croisé de temps en temps, puisque c'était lui qui était à la tête de Ubisoft. Et de fait, effectivement, il venait plus ou moins régulièrement dans les premiers locaux qui étaient à Créteil, donc en région parisienne. Bon, ça a donné lieu à quelques échanges. D'accord. En tout cas, d'après tout ce que j'ai pu lire, le jeu a vraiment marqué les esprits, et je dois dire que je comprends pourquoi. Alors moi aussi, sans le vouloir, on a pensé à une ergonomie qui était assez novatrice pour l'époque. Jusque-là, il y avait surtout des jeux, soit d'aventure, qui étaient essentiellement en mode texte avec un peu de graphisme pour agrémenter tout ça. Et de l'autre côté, des jeux de réflexe. Zombie semble être le premier, en tout cas un des tout premiers jeux, qui essaye d'allier ces deux éléments-là pour faire un jeu d'aventure en temps réel. Et effectivement, c'est assez nouveau. Ça, pour l'anecdote, c'est ce qui nous a valu, on va dire, un des principaux, sinon le principal magasin de vente d'ordinateurs et de logiciels à Paris, qui s'appelle les Général Vidéo, publiait des catalogues assez gros avec effectivement tous les produits qu'ils vendaient. Et notamment, il y avait un listing de tous les logiciels de jeu et ils étaient triés par thématique entre les jeux d'aventure, les jeux d'arcade. Et quand Zombie est apparu, qu'ils l'ont vu, ils se sont dit dans quelle catégorie on va le ranger. Alors, ils ont rajouté une catégorie à part qui était en gros action-aventure, dans laquelle Zombie était le premier repentant. C'est fou ça. Parce que maintenant, il y a plein de jeux dans leur catégorie, c'est action et aventure. C'est pas une petite exception, c'est vraiment une vraie catégorie. Voilà, on a été, mais encore une fois, sans le vouloir, hein, c'est juste que c'était, je pense, un peu dans l'air du temps. Le système justement d'icônes, le système de sélectionner une action plutôt que de l'écrire, enfin d'en écrire le nom, commençait à poindre sur les écrans des ordinateurs. Et donc, ça paraissait assez naturel, effectivement, d'introduire ce type, justement, d'ergonomie, d'interface utilisateur, dans un jeu. D'accord. Et peut-être ce qui a aidé, c'est que, comme je te l'ai dit par écrit, moi, je suis pas du tout, en fin de compte, jeu. En tout cas, très peu. Je l'étais très peu à l'époque. Peut-être que ça a eu l'avantage de me donner un esprit assez ouvert et pas conditionné par tout ce que j'aurais pu déjà voir auparavant. D'accord. Il faut dire que déjà l'écran d'accueil est magnifique, très équilibré, et c'est tiré le meilleur de l'Amstrad. C'est bien Patrick Daé qui a fait ça? Ah oui, c'est lui qui l'a dessiné, effectivement. D'accord. Je pense que la version Amstrad est vraiment mieux que les versions 16 bits. Est-ce que tu as contribué aux versions 16 bits? Pas du tout. Je n'en ai vu que les résultats. Et d'ailleurs, j'ai jamais eu l'occasion de lancer une version 16 bits, en tout cas pas la version ST. Et en revanche, je n'ai vu pour la première fois la version Amiga sous mes yeux que quand j'ai acheté un Amiga 600 d'occasion et que sur son petit disque dur, il y avait un exemplaire de Zombie, évidemment piraté, que j'ai lancé pour voir à quoi ça ressemblait. D'accord. Il n'y avait pas de Google Drive à l'époque. Utilisiez-vous des disquettes? Vous rencontriez-vous régulièrement? Est-ce que vous faisiez des sauvegardes? Alors, Google Drive, effectivement, ça, il n'y en avait pas. Il y en avait d'autant moins que Google n'est arrivé que 20 ans plus tard. Ouais, je m'en doutais. Approximativement. Contrairement à certains développeurs dont j'ai vu les témoignages très récemment, il y a quelques jours à peine, dans un livre justement qui va sortir bientôt consacré à l'Amstrad et dans lequel certains développeurs de l'époque justement expliquent quels étaient leurs modes de fonctionnement. Je n'avais même pas imaginé qu'on puisse développer sur une autre machine que celle qui était la cible. En clair, dans les années suivantes, on a beaucoup parlé de ce qu'on appelle de cross-développement, c'est-à-dire par exemple à partir d'un PC disposant d'assez grandes capacités de calcul, de stockage, de mémoire, ainsi de suite, pouvoir développer une application qui en réalité s'exécuterait par exemple sur un Amstrad CPC, sur un Auric ou que sais-je encore. Je dis bien, je n'avais pas la moindre idée de cette possibilité-là à l'époque, et donc c'est tout naturellement que j'utilisais les outils de programmation qui étaient disponibles sur l'Amstrad. Et donc je ne sortais pas de cet écosystème. Je pense que je prenais soin de temps en temps à faire une copie de sauvegarde du travail en cours. Cool. C'est-à-dire que j'avais pris conscience que déjà à l'époque, que les supports de stockage n'étaient pas d'une fiabilité extraordinaire et surtout pas infinie. Il valait mieux penser à sauvegarder régulièrement son travail. J'ai un Amstrad ici, j'adore.
Mais bon, Mais ça j'ai reste... vu. J'ai vu justement, ayant vu ta vidéo de présentation où tu montres justement les différents ordinateurs sur lesquels tu es susceptible de travailler. Il y en a un sur lequel tu ne t'es pas penché mais qui apparaissait en arrière-plan, qui était justement un Amstrad, je crois CPC 464. Mais bon, ça reste quand même un petit écran. On affiche à peine quelques lignes de code. Quel langage et quel éditeur as-tu utilisé? Alors, de deux choses. La première, c'est que si mon choix, avant même d'être alpagué par Ubisoft, s'était porté sur l'Amstrad CPC, c'est justement parce que, contrairement à la plupart de ses congénères, qui étaient capables d'afficher correctement 80 colonnes, là où aucun autre ordinateur de sa catégorie faisait autant. Tous les autres ordinateurs, que ce soit les Commodore 64, les Dragon 32, les Auric et ainsi de suite, peinaient à afficher 40 colonnes, voire se limiter parfois à 32. Dans sa catégorie, c'est-à-dire en termes de prix de vente, l'Amstrad est, autant que je sache, le premier ordinateur qui permettait d'afficher un vrai 80 colonnes par 25 lignes, et de façon très lisible. Et de fait, c'est pour ça que quand j'ai eu les moyens d'acheter un vrai ordinateur, mon choix s'est porté sur l'Amstrad CPC 664 et avec un écran monochrome, et que j'ai complété avec un écran couleur, en supposant que peut-être un jour justement je m'amuserai un peu ou que je ferai des jeux, mais surtout j'avais déjà à l'époque une visée plus professionnelle, raison pour laquelle je prenais un écran monochrome qui était plus lisible en 80 colonnes qu'un écran couleur. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, j'étais tombé sur le seul programme d'assembleur que j'avais vu à l'époque, qui s'appelait DAMS, qui était distribué par Microapplications. J'utilisais ce langage assembleur des assembleurs sur l'Amstrad CPC, et en mode développement, j'étais en 80 colonnes, donc plutôt confortable. Et puis évidemment, quand il fallait tester le jeu, on repassait effectivement dans le mode, ce qu'on appelle le mode 1 en 320-200. Ok. Sinon, pour le jeu, la réception est très bonne, en particulier pour l'interface de navigation, mais aussi la facilité à identifier les objets pouvant être saisis. Peux-tu nous parler un peu de comment tu as fabriqué ça? Par essai-erreur, j'imagine, parce qu'il n'y avait pas vraiment de base. Alors, pas du tout. Là encore, c'est presque le fruit du hasard. Ce qui se passe, c'est que pour des raisons purement technique, compte tenu du nombre de lieux qu'il y a à afficher au total dans le jeu, quand même de l'ordre de 80 scènes affichées, j'avais fait un petit calcul rapide entre les dimensions, donc en pixels, en colonnes et en lignes, de chacune des images qu'on voulait avoir, en fonction de la capacité d'une des faces de la disquette. Le calcul rapide consistait à dire que on utiliserait la majorité des secteurs de chaque piste de la disquette pour stocker 2 images à la fois, sous réserve qu'elles soient compressées. Comme j'étais pas encore très fort à l'époque en termes de compression, d'outils de compression, décompression, j'avais opté pour une solution très simple qui consistait à diviser la taille de l'image par 2, simplement en divisant le nombre de couleurs par 2. De fait, les images se sont retrouvées en 2 couleurs. Comme l'affichage en mode 1 permet d'afficher 4 couleurs simultanées, eh bien ça permettait d'en garder 2 autres, justement pour cette fois-ci afficher les objets, enfin en tout cas pour représenter les objets. Et donc, on s'est retrouvé à avoir des objets qui étaient très bien contrastés, très visibles, parce que justement, eux bénéficiaient d'un peu plus de couleurs que l'environnement dans lequel ils étaient affichés. D'accord. Et le système d'icônes, c'est vraiment nouveau en 1986, je pense. Alors, oui et non. Ce qui se passe, c'est que je te rappelle que 2 ans plus tôt, il y a Apple qui sort le Mac. 1 an plus tôt, il sort même le Lisa. Tout ça avec des icônes. Donc, l'icône, elles sont déjà dans l'air du temps. Il y a aussi une chose que je pense que beaucoup d'historiens ont oublié, c'est que aussi dans ces années-là, il y a des gens qui sont fortement inspirés par le système fenêtré graphique avec des icônes, des barres de minutes, tous ces machins-là, qui sont les systèmes Geos 64 sur Commodore. Et donc, c'était dans l'air du temps. Et ce que j'allais dire tout à l'heure, quand on parlait d'innovation, notamment dans le gameplay, dans l'ergonomie du jeu, c'est que je suis un inventeur certes, mais dans le sens où simplement, je suis suffisamment curieux pour voir un peu ce qui se passe autour de moi, et ensuite, avec une capacité de combiner ces éléments-là pour proposer des choses. Et il se trouve que, par bonheur, la plupart de ces choses sont pertinentes et plaisent aux gens. Pour moi, c'est ça un inventeur. C'est quelqu'un qui est, en premier lieu, est suffisamment curieux pour voir un peu tout ce qui se passe autour de lui, et surtout a une capacité justement de combiner les choses qu'il a vues, en créer de nouvelles. Voilà. Et donc, pour en revenir à ta question, les icônes, j'en suis absolument pas l'inventeur, c'est simplement que je les avais vues sur un Mac. J'avais pas de Mac avec moi, c'est juste que je les avais vues sur des photos dans les revues spécialisées. Et puis je trouvais ça effectivement plutôt ingénieux, et je me suis simplement dit pourquoi ne pas les utiliser effectivement dans le jeu. Concernant les droits d'auteur, on voit le jeu en téléchargement sur de nombreux sites web.
Est-ce que vraiment les droits sont libres ou abandonnés? Es-tu tenant des droits d'auteur en tant qu'auteur? Bonne question. Alors, je pense que le plus simple, et là aussi pour t'en avoir touché un mot par écrit, étant retombé sur quelques-uns des documents commerciaux de cette époque-là, il y a notamment le contrat d'édition qui a été passé entre Ubisoft et Patrick, Alexandre, Philippe et moi-même. Le contrat, il tient en, je crois, 6 pages, et encore peut-être moins que ça encore. En tout cas, tout petit, il y a très peu de détails. Si tu le souhaites, je pourrais t'en communiquer un exemplaire. Je vais même pas te demander de signer un non-disclosure agreement parce que je pense pas que moindre caractère de confidentialité encore maintenant. Et tu pourras juger par toi-même. Je ne sais pas, en fin de compte, qui possède quoi. En vérité. Je ne sais pas si je peux prétendre à quoi que ce soit sur le jeu. Je ne sais pas si 30 ans plus tard, quelqu'un peut prétendre à quoi que ce soit. Tout ce que je peux dire, c'est ce qui se passe en pratique. Tu as tout un tas de gens, et probablement nous les premiers par rapport au film dont on s'est inspiré, qui n'avons aucune considération pour les droits d'auteur. Je pense notamment à une personne qui, il y a maintenant 13 ans de cela, avait créé un portage officieux de Hurlement sur PC-DOS avec plein de couleurs, que j'ai découvert ça beaucoup plus tard et j'ai trouvé ça génial. C'était une sorte d'hommage parce que la personne en question a fait ce qu'on pourrait appeler du reverse engineering, donc il a recréé de toutes pièces le code exécutable de Hurlement et il en a juste amélioré la qualité des images, aussi un peu l'interface et ainsi de suite. Ce que je veux dire par là, c'est que a-t-il demandé à qui que ce soit, et notamment à Ubisoft ou même aux auteurs, s'il avait le droit de le faire et dans quelles conditions? Absolument pas. Est-ce que quelqu'un lui est tombé sur le paletot sous prétexte qu'il avait fait ce genre de travail? Je crois que Ubisoft n'en a mais rien à cirer, moi pas plus. Au contraire, en ce qui me concerne, je trouve ça plutôt flatteur de voir qu'une personne s'est entichée d'un des jeux que j'avais fait, alors qu'à l'époque, la critique avait été assez moyenne en expliquant que le jeu n'apportait rien, au moins en termes d'ergonomie, et ne faisait que reprendre le moteur de Zombie. Moi, dans mon propos, c'était, bah oui, mais si le moteur est bon, pourquoi vouloir changer? En dehors d'être programmeur de jeux, ton travail chez Ubisoft, je pense que c'était de tester les propositions de jeux des candidats auteurs. Tu dois avoir bien des anecdotes là-dessus. Alors, pas tant que ça, parce que ça n'a pas duré longtemps. Histoire d'avoir un petit peu d'argent pour moi, j'ai demandé à Ubisoft s'ils pouvaient m'embaucher, ne serait-ce qu'à mi-temps, de façon donc à avoir quelques sous vaillants dans la poche. Et il m'a dit, bah pourquoi pas. Et à ce moment-là, ce que tu pourrais faire, c'est tester les logiciels qui nous sont envoyés, de façon à faire un premier tri entre ceux qui peut-être pourraient valoir le coup et puis ceux évidemment qui n'auraient aucun intérêt. Autant te dire évidemment que la grande majorité sont partis directement à la poubelle. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas duré très longtemps parce que comme j'habitais moi à l'opposé de Paris, ça me demandait des déplacements de près de 2 heures pour venir, près de 2 heures pour repartir, pour une durée de travail effective qui était de l'ordre de 4 heures, donc tu vois, je passais quasiment autant de temps dans les transports qu'à travailler. Quelques jeux effectivement que j'ai eu à tester. Il y en a un seul, j'ai gardé le souvenir, une cassette. Je charge la cassette et là, il y a un titre tonitruant qui apparaît à l'écran en fil de fer coloré clignotant. C'était Le Petit Poisson. Et donc Le Petit Poisson, une fois le titre passé, il y a une question qui apparaît à l'écran, saisir une lettre. Ok, alors je saisis une lettre, je sais pas, peut-être le C. Et là, il y a un tiret vertical qui apparaît sur l'écran. Saisissez une autre lettre. Tu l'auras deviné, c'était le jeu du pendu, en fil de fer, donc sans aucune plus-value, qui ne méritait véritablement aucun intérêt. Mais pourquoi ça s'appelait Le Petit Poisson? Je ne sais pas. D'accord. Je pense que... Alors, j'ai juste peut-être une hypothèse, c'est que peut-être supposant à l'avance le peu de succès qu'il allait rencontrer si jamais il appelait ça le jeu du pendu, le jeu n'aurait peut-être même pas été chargé, il a peut-être essayé de justement noyer le poisson, c'est le cas de le dire, en l'appelant Le Petit Poisson. Je vois, je comprends. C'est une hypothèse que j'imagine à l'instant, quoi. Voilà, c'est... Laurent Veil, le fondateur de l'OSL, m'a raconté avoir été confronté à un virus. Le virus passant par l'éditeur de logiciels pour se propager puisqu'Internet n'existe pas. As-tu affaire à quelque chose comme ça? Alors non, j'ai vu la vidéo en question, j'ai vu en fait vos différentes interviews, j'ai terminé par celle-là, puisque c'était la dernière par ordre chronologique. Je n'avais même pas conscience de l'existence de logiciels de type virus à l'époque. Et donc, n'ayant même pas conscience de l'existence de ce genre de machin-là, je n'y ai pas été confronté, j'ai même pas constaté leur apparition avant des années plus tard. D'accord.
Pour finir, qu'as-tu retenu de cette aventure incroyable, ce qui t'a vraiment marqué le plus? Il y avait beaucoup de bons côtés. Parmi les bons côtés, notamment le fait que, indirectement, mais grâce à Ubisoft, de croiser quelques personnalités d'importance de l'époque, notamment, j'ai serré la main du patron de Electronic Arts, sans savoir que c'était le patron. J'ai été complimenté par le programmeur d'Ultima. Je ne savais pas qu'il était le programmeur d'Ultima et je ne savais pas qu'il était en train de me faire un compliment parce que à l'époque mon anglais était bien pire qu'il ne l'est maintenant et déjà maintenant il n'est pas très bon. J'ai vu en chair en os tour à tour Sir Clive Sinclair, Alan Sugar, le créateur de la société Amstrad, on va dire le père spirituel des Amstrad CPC. D'Amstrad en tout cas oui. Et donc il y a effectivement Amstrad qui a vraiment apporté une grosse pierre à l'édifice de la micro-informatique à l'époque, ça c'est clair. Donc vraiment cette chance de croiser des personnalités, de vivre une époque assez importante quand même. Donc quelques bons côtés. Aussi si je me suis détourné de ce milieu-là au bout de environ 2 ans et demi, c'est parce que le milieu du jeu vidéo en France n'était pas aussi professionnalisé qu'aux États-Unis. Alors certes, c'est peut-être aussi parce que j'avais pas eu la chance de rencontrer des gens justement comme Laurent Veil ou comme Bruno Bonnet. J'ai eu juste l'occasion de d'effleurer un petit peu la société Air Informatique, qui était aussi un des très grands éditeurs de l'époque. Donc j'ai bien assez rapidement, au bout de 2 ans et demi à peu près, je m'en suis détourné pour m'orienter vers le milieu que j'appelais professionnel ou semi-professionnel. Voilà. Merci beaucoup Yannick d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Mais c'est normal. Avant de se laisser, j'ai une petite surprise et je pense que ça va vous plaire. Vous pouvez découvrir Zombie sans téléchargement, sans pub, sans tracas, directement sur mon site web. Pour cela, rendez-vous sur arcadedemon.ca, cliquez sur l'onglet émulateur, puis cliquez sur RetroStar. Nous voici sur une interface que vous pouvez remplir avec votre propre sélection de jeux. Cliquez sur le plus, dans la liste de jeux, vous trouverez Zombie. Vous pouvez ajouter Zombie sur votre page depuis cet écran. Vous pouvez aussi en savoir plus. Cliquez sur Ajouter pour ajouter Zombie à votre page. Et maintenant, vous pouvez jouer directement autant de fois que vous voulez.